Bonjour, on en est le 26 janvier 2019. Le mois de janvier termine, on arrive à sa fin pour le mois de janvier. Donc ici, je vais voir tout simplement les ondes longitudinales. On avait déjà vu donc l'équation différentielle qu'elle donnait d carré y qui était une fonction de l'espace-temps par rapport bien sûr au temps. On dérivait deux fois, est égal à v carré dérivée seconde par rapport à l'espace, à l'espace de la fonction x, y qui était dépendant de l'espace et du temps xct. Voilà. Attention qu'on a affaire à une onde unidimensionnelle. Bon, la vitesse est égale à la racine carrée de t0 sur ρ0, où t0 la tension initiale et ρ0 est la masse linéique, bien sûr, v étant la vitesse de propagation. Ici, on voit bien qu'on a une constante sur une constante. On a affaire à une vitesse de propagation constante. Donc v étant une constante, je vais l'appeler k, v carré, si v vaut est constant, t0 sur ρ0, ben, v carré qui est égal à t0 sur ρ0. Ici, normalement, on a t0 sur ρ0, bien sûr. Bien, ici, on a v carré qui est une constante, et donc ici, je l'appelle k. Bon, on va résoudre cette équation différentielle, euh, sachant qu'ici, on va dériver l'équation d'onde ici, unidimensionnelle, de longitudinale. Ici, on dérive par rapport au temps. Quand on dérive deux fois par rapport au temps, bien, c'est proportionnel à une fonction y qui est dépendante de la fonction de l'espace-temps. C'est proportionnel si je dérive par rapport à l'espace d'un coefficient k, qui est la vitesse de propagation, le carré de la vitesse de propagation. Donc on va dériver deux fois, et cette fonction, mais il faut déjà voir l'allure de la réponse. La réponse de ceci, c'est psi de xt, je l'appelle psi, qui est la solution, si vous voulez, dépendante de l'espace-temps, bien sûr, qui est, bien sûr, une fonction j oméga t plus phi de x. Voilà, c'est une exponentielle complexe. Bon, qu'est-ce que c'est que cette exponentielle complexe? Vous comprendrez que là-dedans se cache une sinusoïde. Donc, c'est-à-dire sinusoïde, qui dit sinusoïde, cosinusoïde, ben, dit fonction harmonique, harmonique. Donc, avec, ce sera une fonction qui sera dépendante de l'espace-temps, voilà, avec des caractéristiques spécifiques qu'on verra, je veux dire, à la fin du développement. Mais sachez que ce sera, si vous écrivez ceci, EJ-phi, on connaît ça, EJ-phi, on connaît dans les complexes, ben, c'est cosinus phi plus J sinus phi. Voilà, si je marque A, avec, ici on a une amplitude de 1, si phi est variable, on a une amplitude de 1. Par contre, si j'écris J phi, ben, ça veut dire qu'on a A cosinus phi plus J sinus phi, c'est-à-dire que j'ai une amplitude de A. On aura A cosinus phi plus J fois A sinus phi. Donc on aura une partie réelle, une partie imaginaire, ou la partie réelle, vous voyez que ce sera un cosinus. Voilà, donc ici on va travailler ici avec des, si vous voulez, des fonctions cosinusoïdales. C'est pas parce que vous avez une exponentielle complexe que c'est une fonction exponentielle. Ça n'a rien à voir. L'exponentielle complexe n'est tout autre qu'un signal harmonique, c'est-à-dire sinusoïdal ou cosinusoïdal, parce que la différence entre la cosinus et le sinus, ils sont décalés de 90 degrés. Bon, voilà, mais c'est les mêmes allures de fonctions. Si ce n'est qu'il y a un décalage, un déphasage, mais ça, c'est pas un problème. On peut résoudre les problèmes de déphasage en écrivant dans l'équation de la fonction harmonique. Bon, ceci étant dit, on va dériver deux fois par rapport au temps, et puis deux fois par rapport à x, puis on va égaler pour trouver les paramètres de la fonction cosinusoïdale, qu'est-ce qu'elles valent. Bon, sachez que vous aurez une fréquence, une amplitude, vous aurez une amplitude, une fréquence, parce que déjà, si là, dans la réponse, il y a déjà une certaine forme d'amplitude, ben, c'est que dans la réponse finale, vous aurez une certaine amplitude dans la fonction, voilà, dans la fonction psi. Enfin, dans la fonction harmonique, c'est-à-dire cosinusoïdale. Bon, maintenant, mettons les choses en place. Si je dérive y par rapport au temps, je vais dériver y de y solution, xt, par rapport au temps, c'est-à-dire des psi xt par rapport au temps. Pourquoi je fais tout ça? Ben, c'est pour
trouver les paramètres. Hein. Je vais chercher de trouver tous les paramètres au travers d'une identification. Donc il faut bien que je dérive 2 fois par rapport au temps et 2 fois par rapport à l'espace pour trouver tous les paramètres nécessaires pour la fonction harmonique, si vous voulez. Bon, si je dérive de ceci, sachant que psi, on a dit que c'était A, E, J, oméga, t plus phi de x, phi étant une fonction du temps, de l'espace, pardon, je m'excuse, x étant l'espace, et t étant le temps, voilà. Alors, on va dériver ça par rapport au temps. Et là, il suffit de multiplier j oméga par rapport au temps et j oméga par rapport à phi de x par rapport à j oméga. Bon, mais ici, comment qu'on dérive par rapport au temps, pas par rapport à l'espace? Ici, l'espace est considéré comme constant et t variable. Donc si je dérive par rapport à c'est une dérivée partielle, donc si je dérive par rapport au temps, mais ceci, la dérivée d'une constante vaudra 0. Donc phi de x tombe. J oméga de phi de x va tomber. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester la dérivée de ceci, j oméga fois e j oméga t plus phi de x. Attention que la dérivée de l'exponentielle est la plus simple. Hein. C'est la plus simple des fonctions à dériver. Là. Parce qu'en fait, si j'écris ceci, e de kf de x, mais ça fait kf' de x fois e de kf de x. On retrouve, si vous voulez, ce qu'il faut dériver, on le retrouve en réponse, si vous voulez. À chaque fois, on le retrouve en réponse. On le retrouve en réponse. Ce qu'il faut dériver, on le retrouve en réponse. Bon, ceci étant du fait que c'est constitué de cosinus et sinus. Hein. Si vous avez dérivé des cosinus, ça va devenir des sinus avec A au signe près. Et si vous dérivez des sinus, ça va devenir des cosinus au signe près. Donc vous voyez que si vous démultipliez un nombre de fois des sinus et des cosinus, ça va toujours tomber sur des cosinus et des sinus. C'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que c'est juste des translations. C'est juste des translations. Et donc la fonction exponentielle est une fonction, si vous voulez, qui va servir en translation. Qui sert en translation. Donc, on pourra, en automatisme, on pourra introduire des retards grâce à l'exponentielle. Voilà, parce que je peux émettre une translation, je veux dire retarder, après un certain temps, voilà, donc au travers d'une exponentielle comme celle-ci, une exponentielle complexe. Voilà, ceci étant dit, la réponse ici vaudra exactement ceci. Attention qu'il manque l'amplitude ici, hein, parce que celui-ci, il va rester, l'amplitude va rester. Je disais que EJ phi, c'est cosinus pi plus J sinus phi, avec un module de 1. Voilà, mais si j'écris A, EJ phi, ben c'est un module de A, cosinus phi plus J sinus phi. Voilà, c'est-à-dire A cosinus phi plus A J sinus phi. Donc on a une amplitude de A quand on a A. Donc on n'a pas oublié cette amplitude, elle reste. C'est une constante, elle sort de une dérivée. Donc fatalement, on va retrouver A, et le J oméga proviendrait dire de l'exposant de l'exponentielle complexe. Ou si vous voulez, de l'argument du cosinus, parce que c'est cosinus j oméga t plus phi de x. Voilà, en fait, voilà. Enfin, ici, je ne veux pas le décortiquer, mais on va dire que ici, l'exposant de l'exponentielle complexe va donner j oméga. Par rapport au temps, bien sûr, par rapport à ce que l'autre va donner 0. Et on a ceci. Bon, maintenant, on va dériver une seconde fois ceci. Par rapport toujours au temps.
des psi carré par rapport au temps va donner la dérivée par rapport au temps de AJ oméga et J oméga t plus phi de x. Donc je vais réécrire ceci, ça c'est la dérivée première, dérivée partielle première par rapport au temps. Donc réécrivons ceci, ce qui fait AJ oméga E J oméga t plus phi de x. On va dériver ceci, seconde fois. Ceci c'est une constante qui sort de la dérivée partielle. On a AJ oméga dérivé par rapport au temps de ceci, hein, de l'exponentielle que vous voyez là. Et si je dérive par rapport à ceci, j oméga t plus phi dépendant de l'espace, phi de x, si je dérive par rapport à ça, toujours par rapport au temps, on va retrouver toujours notre fameux j oméga. Donc j'aurai j oméga fois j oméga fois bien sûr l'exponentielle ici qui est E de j oméga t plus phi de x. Voilà. Donc sauf qu'ici, je n'en avoir que deux. J'ai une ouvrante ici, une fermante. Une ouvrante ici, une fermante. Celui-là avec celui-là. Celui-ci avec celui-ci. On va écrire, ouais, j oméga. Bon, donc ici, on a quoi? On a A, j carré, oméga carré. Ce qui fait moins, j carré vaut moins 1. J carré fois j carré, c'est moins 1. Je remets là. Voilà, devant, ici. Oméga carré de j oméga t plus phi de x. J'ai que deux parenthèses. Je garde la réponse. J'avais posé quoi? Y est égal à... Oui, il y a un petit problème ici. Hein. Voilà, c'est comme ça. J oméga t plus phi de x. Donc ici, il n'y a que deux parenthèses. Une, deux, une, deux. Voilà. Donc ici, il n'y en aurait que deux, c'est juste. Ouais, ça c'est juste. Deux fermentes. Le J oméga, là, il n'est pas bon. Là, J oméga, t plus phi de x. Parfait. Voilà, ben c'est bon. Là, on a bon. Bon, maintenant, ici, le A, E, J oméga t plus phi de x constitue tout simplement la fonction psi. Hein. Ça, c'est psi. Ceci constitue la fonction psi. Donc, on va écrire ceci. La dérivée qui a été calculée vaut moins A oméga carré. Non, il n'y a pas de A puisqu'il est repris dans psi de xt. Moins oméga carré. Psi de xt. Voilà. Maintenant, faisons la même chose avec la dérivée seconde de y par rapport à x, ou psi. Faisons la même chose par rapport non plus au temps, mais par rapport à x. Bon, donc psi, c'est, on a dit que c'était AEJ oméga t plus phi de x.
On va dériver ça par rapport à x. Bon, si je dérive ça, le a étant une constante, il sort du signe dérivé. EJ oméga t plus phi de x. Si je dérive ceci, par rapport à x, non, cette fois-ci, ben là j'ai une fonction de x. Hein. Si j'ai e de k f de x à dériver, c'est qui fait e k f' de x, e de k f de x. Voilà. Donc ici on a une fonction de x, ça va devenir phi' de x. Donc j'aurai j oméga, si je multiplie par phi de x, ça fait j oméga. Le t étant une constante pour la dériver par rapport à l'espace, le temps étant une constante. Donc on va avoir, si vous voulez, a fois j oméga phi'. On va avoir a fois j oméga fois phi de x, ce qui fait j oméga phi' de x fois, bien sûr, l'exponentielle ici qui ne change pas, j oméga t plus phi de x. Bon, maintenant, je vais redériver une seconde fois ça. Voilà. Donc, calculons d carré par rapport à ceci. Hein. Enfin, dériver, encore une fois ceci, dérivé par rapport à psi de xt par rapport à x, ben, il faut dériver une seconde fois par rapport à x, quoi. Mais ce que je viens de calculer ici, c'est-à-dire aj oméga phi' de x, j oméga t plus phi de x. On va dériver ça. Bon, on voit bien que aj oméga, c'est une constante. Hein. C'est pas un problème. De toute façon, ici, regardez, vous avez f, ça c'est une fonction qui est déjà f'. J'ai f, ici j'ai g. Donc, f fois g, dérivé, ce qui fait f' g plus f g'. Avec f qui est phi' de x. F qui est phi' de x. Et g qui est, bien sûr, a j oméga e j oméga t plus phi de x. Voilà. Voilà le f et voilà mon g. Donc, on va avoir un produit, hein, une somme de produits. Voilà. Donc, si je calcule ici f', mais f', il va donner, f étant phi', si je dérive phi', ça donne f seconde. Fois g, et g étant tout ceci, aj oméga fois, non, je viens de vous le dire, c'est aj oméga, ej oméga t plus phi de x, c'est g. Donc c'est multiplié par aj oméga, ej oméga t plus phi de x. À ça, je dois faire l'addition. Additionner quoi? Mais f, g'. Je dois additionner f, g'. Donc j'additionne f, mais f c'est phi'. Je viens de le dire. F c'est phi' fois g', et g' c'est la dérivée de ceci. Je dois dériver ceci. Or, dériver ceci, mais c'est a j oméga qui est une constante qui reste là, mais la dérivée de ce qui est de l'exponentielle. Ici, on dérive par rapport à x, donc j'ai j oméga fois phi de x va donner j oméga encore une fois. Pas confondre le j oméga ici du résultat qui va ressortir ici. Hein. J oméga t plus phi de x, j oméga fois phi de x, si je le dérive, va donner j oméga phi' de x. Hein, si je, voilà, la dérivée de ceci. Le temps j oméga t, ben ici je vais avoir e j oméga t plus e j oméga de phi de x. Plus, il n'y a pas d'exponentielle, je m'excuse. Voilà, ça va donner ceci. Bon, ben là, ça c'est dépendant du temps, donc c'est considéré comme une constante pour la dérivée partielle par rapport à l'espace. Donc si je dérive ceci, mais j'aurai ceci, en dérivant uniquement ceci, j'aurai j oméga phi' de x fois l'exponentielle du total, qui est j oméga t plus phi de x. Voilà. Donc ici, on va réécrire ceci.
Donc, ça va donner J oméga fois phi prime. J oméga. Le J oméga qui était ici, c'était celui qui était déjà présent auparavant. Il était déjà là. Ah, voilà. Et puis, J oméga est le résultat de la dérivée de J oméga t. J oméga t plus phi de x va donner J oméga phi prime, parce que je dérive par rapport à l'espace. Par rapport à l'espace. Et bien sûr, reste ensuite l'exponentielle complète. Hein. J oméga t plus phi de x. Voilà. Maintenant, j'ai phi prime fois phi prime. Et ça fait phi prime carré. J oméga fois J, c'est J carré. Donc le plus que vous voyez ici va se transformer en un moins. Oméga fois oméga, oméga carré. Voilà. Et ceci a J oméga t plus phi de x n'est autre que la fonction psi. Psi, bien sûr, dépendant de l'espace et temps. Donc, là, maintenant, je peux écrire que vos... Ici, j'ai bien psi, hein, J, A, J oméga t plus phi, c'est psi. Donc, le A, J oméga t plus phi de x vaut psi. Psi de x. Voilà. Bon, ça, je peux l'écrire maintenant. J'aurai K fois phi seconde de x, j oméga phi seconde de x, psi de xt, psi. Bon, on sait bien que c'est dépendant de l'espace-temps, hein, donc ici je laisse psi, moins phi carré, qui est dépendant de x, hein, uniquement, phi carré dépendant de x, lui dépendant de l'espace-temps, mais phi dépendant que de l'espace. Oméga carré, psi. Oméga carré, psi. Voilà. Maintenant, on va identifier. On va identifier. Ici, on n'a pas de partie, on n'a qu'une partie réelle ici. Hein. Alors que là, on voit bien qu'on a une partie imaginaire. Là, on a une partie réelle. Et là, on a une partie réelle. Donc la partie imaginaire est nulle, si vous voulez. La partie imaginaire est nulle. Bon, ben, on va identifier celui-ci avec celui-là. Mais attention de ne pas oublier de multiplier par K. Si je multiplie par K celui-ci, ici, et là, je distribue le K. Voilà la partie imaginaire, la partie réelle. Bon, voyons voir. Que me donne la partie imaginaire? Voyons voir la partie imaginaire. Elle me donne KJ oméga pour la partie membre de droite, phi seconde de x, psi de xt est égal à 0. C'est la partie imaginaire qui donne ça parce que j'ai pas de partie imaginaire à gauche. Hein. Voilà. Par contre, la partie réelle va me donner. Ah ouais, j'ai oublié un. Ouais, le K il est là. Ok, moins K, partie réelle. Ça, c'est pour la partie imaginaire de Z. Hein. Et pour la partie réelle de Z, moins K phi carré de x, oméga carré, psi de xt. Là, c'est égal à combien? Hein, c'est égal à moins oméga carré psi de xt. Voilà. Ça, c'est pour la partie réelle. Attention qu'ici, j'ai oublié 0j, et là, c'est voilà, 0j. Voilà, comme ça, c'est bon. Alors, on peut discuter sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bon.
Bon, est-ce que phi, le phi, ici j'ai phi carré. Bon, mais le phi est différent. Phi seconde. Euh, bon, là, j'ai un complexe qui est ceci. J et J. On va identifier pour que tout, regarder tous les éléments. Qu'est-ce qui est nul ici? Parce que on a l'imaginaire doit donner 0. Mais est-ce que psi, c'est lui qui donne le 0, ou le phi seconde, ou le oméga, ou le k? Mais on peut déjà se dire que l'onde existe. Donc, l'onde qui dépend de l'espace-temps existe. Donc, si l'onde existe, ben, psi de xt est différent de 0. Hein? Psi de xt, c'est pas lui qui est nul. Hein? L'onde existe. Donc, psi de xt est différent de 0. L'onde existe. Voilà, car l'onde existe. Voilà. Maintenant, le k, on sait bien qu'il est différent de 0, puisque ce k, c'est v carré. V carré qui est égal à t0 sur ρ0. Or, t0 existe, t0 existe, c'est-à-dire qu'il est différent de 0, et ρ0 existe, donc t0 sur ρ0 est une constante, donc v est une... ça, c'est une constante, donc v carré sera une constante, donc le k est une constante différente de 0. Donc, c'est pas lui qui est nul. Donc, lui, il est différent de 0. Lui, il est différent de 0. Bon, la pulsation, oméga, elle est différente de 0, puisque j'ai une onde avec une certaine pulsation. Donc, la pulsation, elle est différente de 0. Bon, alors, qu'est-ce qui ferait qu'on aurait ceci qui est nul? Hein, si ça, c'est différent de 0, on a une certaine pulsation, on a une certaine vitesse de propagation, et voilà, on a l'existence d'une fonction. Qu'est-ce qui serait nul? Ben, c'est le phi seconde qui serait nul. Et grâce à l'imaginaire, ça me permet de dire que c'est le phi seconde qui est nul. Et si le phi seconde est nul, ça veut dire que phi prime de x égale constante. Ouais. Si je dérive la dérivée d'une constante, ça fait 0. Hein. Donc si je dérive phi prime qui va donner phi seconde, ça va me donner 0. Donc si phi seconde vaut 0, ça veut dire que phi prime vaut une constante. Bon. Donc c'est ça qui va ressortir de la partie imaginaire. C'est que phi prime de x égale constante. Bon, maintenant, étudions la partie imaginaire. Bon, si je simplifie psi de xt et psi de xt, je peux simplifier, il n'y a pas de problème, puisque l'onde existe et que la pulsation est différente de 0, je peux simplifier ceci, oméga au carré, oméga carré. Donc il va rester quoi? Moins 1. Donc ça voudrait dire que moins k phi carré vaut moins 1. En d'autres termes, que k phi carré vaut 1. K phi carré vaut 1. K phi carré vaut 1. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire?
K phi carré vaut 1. Ouais, ben on peut dire que phi carré de x, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de là? Que phi carré de x n'est tout autre que phi carré est l'inverse de k. Mais k est connu, hein, parce que k c'est v carré. Hein, v étant la vitesse de propagation. Donc, phi carré, si on connaît k, hein, si je connais k, ben je peux trouver phi carré. Donc, phi carré de x vaut 1 sur k. C'est l'inverse de k. Donc, je peux trouver phi de x. Si phi carré de x vaut 1 sur k, phi vaut plus ou moins la racine carrée de 1 sur k. Bien sûr, attention qu'ici c'est phi prime carré. Hein. Ça m'étonnerait que... Oui, ici rappelons-nous que c'était phi prime carré. C'est phi prime carré. C'était pas phi carré. Parce qu'on avait phi prime, une deuxième fois dérivé. On avait phi prime, on a dérivé l'exponentielle qui donnait phi prime. Phi prime fois phi prime, c'était phi prime carré. Donc, ici, c'est plutôt phi prime carré. Hein. J'ai perdu le prime en cours de trajet, mais bon, si vous reconstituez la vidéo, vous allez pouvoir voir qu'à un moment donné, j'ai omis le prime. Voilà. Mais de toute façon, là, je le remets. On sait bien qu'il y a un prime. Voilà, donc c'est qui fait phi prime carré. Et d'ailleurs, je vais changer de marqueur parce que ça me perturbe un petit peu de ne pas savoir écrire correctement avec des marqueurs qui ne fonctionnent pas bien. Voilà. Donc, ici, phi prime carré, c'est lui qui vaudra 1 sur k. Donc, ce qui veut dire que phi prime carré de x, bien sûr, que phi prime de x vaudra, bien sûr, racine carrée de ceci, racine carrée de 1 sur k. Ça, c'est plus ou moins 1 sur racine carrée de k. Voilà, voilà que vous phi prime. Voilà. Donc, si je connais phi prime carré, ben, je peux trouver phi prime de x. Mais si je connais phi prime, je peux trouver phi de x. Ben, comment? Ben, je primitive. Hein. Ce qui fait, je vais primitiver ceci. Là, si je primitive ça, mais ça va donner plus ou moins, ça c'est une constante, hein, plus ou moins 1 sur k, x plus constante. Voilà. C'est que voilà, c'est une bête, hein, l'intégrale d'une constante a dx, on sait bien que c'est ax, avec mon fameux a qui est plus ou moins 1 sur racine carrée de k. Plus constante, bien sûr. Hein. Et j'obtiens ceci. Bon, donc, ça veut dire que phi de x, je l'ai trouvé. J'ai trouvé phi de x qui est plus ou moins racine carrée de 1 sur k x, voilà, plus constante. Mais une fois x, ça fait x. Hein. Donc je peux écrire x sur racine carrée de k. Voilà. Bon, mais ce qui me dérange un petit peu, c'est la constante. Alors, pour faire tomber une constante et la trouver, ben, il suffit de mettre des conditions initiales. Hein. C'est comme ça qu'on trouve les constantes. La meilleure des conditions initiales, c'est à l'origine. Si je mets 0, ici, 0 sur k, plus ou moins 0 sur racine carrée de k, plus constante, mais, ce qui veut dire qu'on a la constante vaudra phi, c'est le phi à
je veux dire, au temps, enfin, à l'espace x égale 0. Donc, en fait, si vous voulez, c'est la constante vaudra phi 0. C'est ce qu'on appelle c'est la fonction phi à l'espace x égale 0. Donc, c'est phi 0. Donc, la constante est connue. Vous voyez, il suffit juste de prendre les conditions initiales pour trouver, je veux dire, la constante. Donc, c'est phi 0. Donc, voilà comment s'écrit phi de x. Phi de x, c'est ceci. Bon, ceci étant dit, je connais phi de x. Donc, on a dit que la réponse était de la forme A J oméga t plus phi de x. Voilà, on retrouve ce phi de x. Je vais le remplacer tout de suite par sa valeur. Mais là, on va prendre, si vous voulez, la partie réelle. Partie réelle. Parce qu'on a vu que la partie imaginaire est nulle. Il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, je vais prendre la partie réelle. Donc, si je prends la partie réelle, ça va donner A cosinus oméga t plus phi de x, plus bien sûr J A sinus 3 petits points, oméga t plus phi de x, mais la partie imaginaire est nulle. Donc il n'y a pas de partie imaginaire. Donc il n'y a qu'une partie réelle. Donc le psi de t, psi de xt, à l'allure suivante. C'est bien une fonction, comme je vous avais dit au départ, cosinusoïdale. Bon, le A, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. Le cosinus, cosinus. Attention que EJ phi, je rappelle que EJ phi, c'est cosinus phi plus J sinus phi. Hein. Voilà. Mais comme il n'y a pas de partie imaginaire, on a vu que c'était nul, il reste cosinus. Mais là, c'est avec une amplitude de 1. Mais si je mettais A, j'ai A cosinus phi plus A J sinus phi. Voilà. Mais là, comme j'ai pas de partie imaginaire puisqu'elle est nulle, on l'a vu tout à l'heure, mais la partie harmonique est constituée d'un cosinus oméga t plus phi de x. Mais rappelez-vous quand j'ai calculé phi de x, je viens de le calculer. Et phi de x, rappelez-vous, c'est plus ou moins x sur racine carrée de k plus le phi à l'espace égal à 0. Voilà. Mais on sait bien que oméga, c'est 2pi sur la fréquence, ou si vous voulez, 2pi sur la période t. Donc l'oméga, je peux remplacer par 2pi sur t. Bon, maintenant, je vais tout diviser par t. Enfin, je vais plutôt distribuer le 1 sur t. On va voir a cosinus 2pi t sur t plus x sur t racine carrée plus ou moins racine carrée de k plus phi 0 sur t. Voilà, et donc ça c'est, si vous voulez, c'est l'onde harmonique progressive en fait. Voilà, c'est l'onde harmonique progressive. Psi de xt, voilà sa réponse. Comment elle est. Et on voit bien qu'elle est dépendante. Hein, on voit bien qu'elle est dépendante de l'espace. Hein, on voit bien qu'elle est dépendante de l'espace. On voit bien qu'elle est dépendante du temps. Indépendante du temps.
Donc une onde longitudinale, si vous voulez, aura la forme, après un ébranlement, je veux dire, de l'allure d'une forme sinusoïdale, où bien sûr, A étant l'amplitude, T la période, donc on peut trouver, si vous voulez, qu'est-ce qu'elle vaut à n'importe quel moment T et à n'importe quel endroit. Je veux dire, du signal, on s'est trouvé, je veux dire, voilà, on s'est déterminé par rapport à le temps, à un moment donné, on s'est déterminé l'endroit où il est. Mais on sait par rapport à son endroit, déterminer à quel moment il est à cet endroit-là. Ouais, parce que c'est pas n'importe le TX, ils sont liés. Hein, voilà, le TX sont liés, bien sûr. Je veux dire, pour un X donné, à une position donnée, ben, on sait bien il est là à un certain moment, mais qu'à un certain moment donné, il a une certaine position donnée. Donc, voilà, c'est pas n'importe quel type voilà, X et T sont un petit peu reliés, si vous voulez. T étant la période du signal, et phi 0, la phase initiale. Voilà, c'est la phase initiale. Quand est-ce qu'il démarre? Quand est-ce qu'il démarre? Bon, mais maintenant, en général, on prendra la phase initiale égale à 0. Hein, donc, si la phase initiale, on la suppose égale à 0, ben, on a l'onde qui est comme ceci. L'onde ne s'écrit que plus simplement comme ceci. Voilà, je vous remercie beaucoup.